Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur rentrant dans le cadre du module d'odontologie gériatrique, porte sur le traitement implantaire en gériatrie. Donc, les demandes de réhabilitation implantaire des maxillaires ont connu une véritable émergence ces dernières années chez les personnes âgées, avec comme motivation principale l'amélioration de la qualité de vie des patients. Pour autant, il s'agit de patients dont la vulnérabilité est croissante en raison de la modification des fonctions sensorielles et psychiques, la perte d'une capacité fonctionnelle, exemple de la mastication par perte des dents, est un facteur déstabilisant pouvant entraîner une situation de rupture lorsque la capacité d'adaptation du sujet est dépassée. Avant de commencer, on est dans l'obligation de définir l'implant dentaire. L'implant dentaire, en réalité, le terme implant est largement répandu en médecine dans de nombreuses spécialités. Vous avez par exemple les valves coronaires, les implants mammaires, les lentilles implantées et également les prothèses de l'âge. Toutes ces solutions implantaires utilisent des implants comme étant un moyen de stabilisation, un moyen d'implantation de ce dispositif médical. Donc, l'implant dentaire est un dispositif médical invasif et permanent. Donc, c'est un dispositif médical qui est relaté à la médecine. Quand on parle d'un dispositif médical, on parle de biocompatibilité, ou la tolérance de l'implant vis-à-vis de l'organisme, et de l'ostéo-intégration qu'on va voir après. C'est un dispositif médical invasif dont la mise en place nécessite le recours par une chirurgie, mais c'est un dispositif également permanent. À visée permanente, vous imaginez un dispositif invasif qu'on met en place en passant par une chirurgie, mais dont la mise en place va durer quelques mois. Là, c'est aberrant, donc la mise en place d'un dispositif permanent doit avoir comme objectif une durabilité dans le temps, et la durée de vie des implants, généralement, est supérieure à 30 ans à 35 ans lorsque le protocole est respecté, lorsque l'indication est très bien choisie. Actuellement, les implants sont fabriqués à partir de deux grandes catégories de matériaux. Vous avez tout d'abord le titanium, commercialement pur, à 99,82%, les alliages de titanium. Vous avez également l'émergence des implants fabriqués en zirconium. Branmar, qui est le père fondateur de l'implantologie, à qui on doit beaucoup de choses dans le développement de l'implantologie et dans le développement des concepts d'ostéo-intégration. Et là, le développement de l'implantologie en tant que technique de traitement de l'édentement est lié pratiquement aux travaux de ce professeur suédois, le professeur Branmar, qui est un biologiste qui travaillait initialement sur la revascularisation du tissu osseux. Il s'est aperçu que lorsqu'il plaçait des chambres en titane dans des os d'animaux pour examiner la reformation de l'os, ces pièces en titane devenaient très difficiles à enlever. Il y avait quand même une sorte de soudure d'os à ces pièces métalliques. Donc il a conduit à partir d'une série d'expérimentations animales la conclusion que la liaison, il peut y avoir une liaison de soudure, d'apposition osseuse très solide entre l'os et les pièces en titane. De ce fait, il a pensé à développer un système implantaire, il a pensé à développer un système pour améliorer la rétention des prothèses, pour améliorer la gestion des solutions prothétiques chez les patients édentés. Et là, il a introduit le premier implant qu'on appelle le MK4. Et la première publication faite sur ce type d'implant a été faite en 1977, qui a discuté une série d'études avec un recul déjà de 10 ans. Donc en 1985, Branmar définissait l'ostéo-intégration comme étant une jonction anatomique et fonctionnelle directe entre l'os vivant remanié et la surface de l'implant mis en charge. Et là, l'ostéo-intégration est influencée par plusieurs facteurs. Vous avez principalement les matériaux utilisés pour la fabrication des implants, vous avez la forme ou la géométrie de l'implant, vous avez également l'état de surface de l'implant, ou la préparation de la surface externe de l'implant qui va rentrer en contact avec le milieu extérieur. Vous avez l'état du site implantaire, et là, c'est des facteurs qui sont en rapport avec le patient, l'état du site implantaire. Vous avez la technique chirurgicale ou la technique que vous allez choisir pour la mise en place de votre implant. Vous avez la stabilité de votre implant dans le site, donc après mise en place de l'implant, est-ce que l'implant est stable ou non? Ces deux facteurs vont influencer la cicatrisation de l'ostéo-intégration.
Et vous avez également les conditions de mise en charge de votre implant. L'échec de cette ostéo-intégration peut être en rapport également avec plusieurs facteurs. Vous avez un réchauffement de l'os pendant la préparation du site implantaire, et là vous savez très bien que l'os ne supporte pas une température dépassant les 47 degrés. Avec une température dépassant 47 degrés, vous risquez d'avoir des endroits, des sites, des microsites d'ostéonécrose pouvant influencer la cicatrisation, et de ce fait pouvant influencer la cicatrisation, la position de l'implant sur la position de l'os sur la surface implantaire. Vous avez également une surpression de l'implant, et là c'est la raison pour laquelle il est déconseillé de mettre l'implant avec un couple de serrage très élevé, parce que la surpression peut engendrer une résorption osseuse très avancée autour de l'implant. Vous avez également une mise en charge prématurée, le manque de stabilité primaire et la présence d'une infection péropératoire. Mais comment est composé l'implant? Donc l'implant est divisé généralement en 3 parties. Vous avez le col de l'implant, qui peut être un col lisse ou un col rugueux. Vous avez le corps de l'implant, qui va définir sa géométrie et sa forme. Et vous avez l'apex de l'implant, qui peut être pointu ou non, permettant au moment d'assurer une progression autonome de l'implant dans sa mise en place. Donc chaque partie possède des spécificités propres et un rôle distinct. Et là, on définit les protocoles chirurgicaux permettant la mise en place de l'implant. Vous avez le protocole standard qu'on appelle également la mise en place en un temps chirurgical, réalisé avec des implants en une pièce, c'est-à-dire que l'implant et son col, en une seule pièce, forment une seule entité, sont en contact des tissus durs et de la gencive. Et là, la cicatrisation de ces tissus est simultanée. Elle couvre une période de 6 semaines à 4 ou 5 mois, à la mandibule et au maxillaire. Donc le protocole en 2 temps chirurgicaux, donc il applique généralement l'usage d'implants composés de 2 pièces. La première pièce est l'implant vis. Elle vient au contact des tissus osseux. La seconde est le pilier prothétique et elle est au contact de la gencive. On distingue plusieurs morphologies implantaires. Vous avez les implants cylindriques qui ont une forme cylindrique, vous avez les implants qui ont une forme conique, et vous avez également les implants qui ont une forme cylindroconique qui sont actuellement d'actualité. Mais quels sont les bénéfices de cette solution implantaire? Quels sont les bénéfices de l'implantologie? L'implantologie permet initialement une potentialisation de la mastication. L'efficacité masticatoire documentée augmente significativement, après la mise en place de l'implant. Donc une prothèse renforcée, une prothèse qui va s'asseoir sur les implants, que ce soit une prothèse fixe ou une prothèse stabilisée par l'implant, est une prothèse qui va permettre d'augmenter l'efficacité masticatoire contrairement aux autres solutions conventionnelles de réhabilitation. Vous avez l'amélioration de l'inflammation qui est en rapport direct avec l'amélioration de la rétention et de la stabilité de la prothèse. Une prothèse rétentive, une prothèse stable, c'est une prothèse qui va faciliter la phonation. Vous avez la préservation du capital osseux à long terme, et vous savez très bien qu'après extraction dentaire, on dit souvent que l'os alvéolaire naît et disparaît avec l'extraction dentaire. Et là, la mise en place des implants après extraction dentaire permet de stabiliser la résorption osseuse à long terme. C'est un moyen de préservation du capital osseux. Vous avez également l'amélioration de l'esthétique qui est un facteur très important également. La mise en place des implants va permettre de faciliter la réalisation d'un montage qui est plus esthétique. Vous pouvez également compter sur les implants pour la préservation des structures dentaires saines. Et on sait très bien que le recours à des bridges, à des solutions conventionnelles comme les bridges, nécessite le sacrifice de 2 dents en moins pour la stabilisation et la mise en place de ce bridge. Vous avez également enfin des bénéfices psychologiques et psychosociaux. Une augmentation de la confiance en soi et de la qualité de vie avec une amélioration significative de la satisfaction des patients et remarquée après la solution implantaire. Et là, on associe à ça un meilleur fonctionnement psychosocial. Quelles sont les indications du traitement implantaire en gériatrie? Donc en général, en cas d'édentement total, vous avez la possibilité d'utiliser une stabilisation des prothèses par 2 attachements, par un système barre également. Quand vous aurez la possibilité d'utiliser une prothèse totale implantoportée qui peut être vissée ou scellée.
Mais là, la réussite du traitement implantaire, et en général en gériatrie, nécessite une connaissance de 3 facteurs, qui sont initialement l'anatomie, qui sont la connaissance de l'anatomie, une bonne connaissance de l'anatomie et des particularités de l'anatomie, des sites anatomiques chez les personnes âgées est indispensable. Vous assistez avec la résorption osseuse due aux extractions ou à la perte des dents à des modifications de repères anatomiques, à des modifications qui sont très importantes à prendre en considération pour la réalisation d'une réhabilitation implantaire. On cite à titre d'exemple, le trou mentonnier. Le trou mentonnier qui se retrouve généralement entre la première et la deuxième prémolaire à l'état normal, au regard des apex, mais chez une personne édentée, le trou mentonnier peut se mettre sur la crête, générant des douleurs parfois à la pression de la prothèse. Deuxième facteur, c'est une bonne maîtrise de la technique chirurgicale. C'est très bien que l'implantologie est une discipline alliant prothèse et chirurgie, et là, la mise en place nécessite un minimum de connaissances. La mise en place des implants nécessite un minimum de connaissances pour accéder à la chirurgie, pour pouvoir réaliser un acte chirurgical correct. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des extractions dentaires, si vous n'avez pas l'habitude de faire des chirurgies de soulèvement nécessitant un soulèvement de lambeaux, comment saurez-vous un jour mettre un implant? Donc il vous faut un minimum de connaissance des techniques chirurgicales. Vous avez également la connaissance de la physiologie tissulaire qui est très indispensable pour suivre un petit peu le mécanisme cicatriciel et la cicatrisation après pose d'implant. Comme quatrième facteur, vous avez également la compréhension des principes de biomécanique. La biomécanique est un facteur indissociable et important, très important à comprendre pour mieux gérer les prothèses sur implant. Donc le traitement implantaire, la réalisation du traitement implantaire nécessite tout d'abord la réalisation d'un bilan général qui doit d'abord s'assurer que le patient réunit les conditions de santé compatibles avec une intervention chirurgicale. Le bilan régional ressemble à celui préconisé en chirurgie buccale en général, donc il faudra explorer le volume osseux disponible, d'abord cliniquement, puis par imagerie. On doit définir les mensurations et les caractéristiques mensuratives du site receveur. Donc le bilan radiologique, l'analyse du site receveur nécessite toujours le recours à l'imagerie. L'orthopontomogramme s'avère insuffisant. Il doit être complété par des radiovisiographies et par un cone-beam ou un dentascan qui sont l'examen radiologique, qui est un examen radiologique actuellement incontournable pour le choix des implants, la sélection des sites dans lesquels on va implanter et la localisation des éléments anatomiques nobles qui sont très importants à localiser avant le recours à la chirurgie. Et parallèlement, l'implantologie représente des contre-indications et des risques qui sont inhérents à certaines pathologies médicales qui peuvent limiter cette solution. Les risques encourus dans le traitement implantaire sont subdivisés en risques anatomiques, opératoires, biologiques et mécaniques. Tout d'abord, les risques anatomiques. Les risques anatomiques incluent les volumes osseux limités ainsi que la proximité des structures anatomiques nobles, notamment chez les personnes âgées. Nous avons au niveau mandibulaire le canal alvéolaire inférieur, le foramen mentonnier, dont la position peut se rapprocher du sommet de la crête avec la perte des dents. Et vous avez également au niveau maxillaire, le sinus maxillaire, les fosses nasales, le canal palatin antérieur et le canal palatin postérieur. L'absence de l'ostéo-intégration ainsi que les fractures des implants ou des suprastructures sont respectivement les obstacles liés aux risques physiologiques et mécaniques ou biomécaniques. Vous avez également des contre-indications relatives ou absolues qui sont liées à des affections pour lesquelles l'acte chirurgical est parfois à risque. Donc, par exemple, les cardiopathies à risque d'endocardite infectieuse, les déficits immunitaires congénitaux et acquis, les affections graves du métabolisme osseux, le diabète déséquilibré, les affections traitées par des immunosuppresseurs ou par des bisphosphonates notamment injectables pouvant générer des complications, donc les maladies psychiatriques, l'irradiation, la radiothérapie cervico-faciale et les maladies parodontales aiguës, notamment avec association, tabagisme, hygiène bucco-dentaire défectueuse. Mais il faut savoir que dans ce cas de figure, l'âge avancé n'est pas une contre-indication aux implants dentaires. Néanmoins,
Il convient de s'assurer que l'état général du patient, de sa dextérité manuelle et de son aptitude mentale à recevoir des implants. Donc on est d'accord là-dessus. L'âge avancé n'est pas une contre-indication aux implants, mais l'association d'une pathologie générale, l'association d'une perte de la dextérité manuelle et d'une aptitude mentale peut représenter une contre-indication à la mise en place des implants. On va voir la classification des patients âgés. On va essayer de statuer un petit peu la solution prothétique ou la solution implantaire à choisir en fonction de la catégorie des patients. Donc la population des patients âgés peut être divisée généralement en 3 catégories. Vous avez tout d'abord les patients indépendants, âgés, indépendants, autonomes. Donc ils ne présentent aucune pathologie grave. Généralement, c'est des patients qui ne suivent aucun traitement contraignant. Et là, il est considéré, c'est généralement des patients qui sont considérés comme des patients ordinaires et ne doivent pas être inclus dans l'échantillon des patients relevant de la gériatrie. Donc un patient âgé qui n'a aucune tare, c'est un patient à gérer comme un patient jeune, mis à part les possibilités d'existence d'une pathologie sous-jacente. Donc s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de pathologie d'ordre général, la prothèse totale fixe sur implant peut être réalisée, mais parallèlement, la prothèse totale amovible stabilisée par implant peut être également réalisée. Donc là, les 2 principales solutions implantaires sont préconisées chez les patients indépendants autonomes. Deuxième catégorie, c'est les patients dépendants moteurs ou fragilisés. Donc généralement, c'est un patient qui est globalement en bonne santé, mais atteint d'ostéoarthrose marquée, de rhumatisme important, etc., qui va rendre tout déplacement difficile, voire imposant un déplacement au fauteuil roulant, ce qui implique qu'il doit être accompagné. Donc là, c'est un patient qui est plus ou moins dépendant sur le plan moteur, mais qui est plus ou moins fragilisé. Et là, dans ce type de cas, on privilégie beaucoup plus une solution prothétique amovible, stabilisée par des implants, vu la possibilité de gérer le calendrier du patient en un temps court, et vu la possibilité facile d'assurer un nettoyage par le patient ou par son entourage, et le calendrier, également le calendrier de suivi qui est plus ou moins facile à gérer après le traitement ou après la livraison de la prothèse. Troisième catégorie, c'est le patient médicalement dépendant. C'est un patient qui souffre de pathologies nécessitant des soins constants. Il peut s'agir également de patients atteints de démence, de maladie d'Alzheimer. Et là, il est totalement dépendant, traité le plus souvent dans un hôpital gériatrique de long séjour ou à domicile. Donc ces 2 dernières catégories relevant d'une prise en charge gériatrique. Et là, cette catégorie de patients contre-indique la solution implantaire et le recours à une solution prothétique conventionnelle, une solution de réhabilitation conventionnelle, est généralement préconisée. Mais là, il faut connaître également l'influence du vieillissement sur notre solution thérapeutique. Donc l'incidence du vieillissement sur le tissu osseux, remarquable. En cas d'édentement terminal ou total, non compensé, une diminution de la hauteur de l'étage moyen et inférieur de la face est généralement observée. Et là, la résorption des corticales, tant dans le sens vertical que dans le sens vestibulo-lingual, peut être source de difficultés dans le choix des sites implantaires et des implants. La diminution de la trabulation osseuse également de l'os et de la fraction minérale est également un facteur qui amoindrit le potentiel d'absorption des forces et qui doit donc être pris en compte dans la durée de la période de cicatrisation, dans le choix du nombre et dans la répartition des implants sur la crête édentée. Parallèlement, le vieillissement peut avoir des incidences sur le tissu parodontaux et la muqueuse buccale. Les altérations sont multiples, mais on retient principalement les modifications dystrophiques sous-jacentes et une diminution des différences vis-à-vis des agressions extérieures, qu'elles soient microbiennes ou traumatiques, exposant le patient à un risque de retard de cicatrisation ou d'infection après pose d'implant. Vous avez également une incidence des incidences sur les glandes salivaires, marquées par une altération de la muqueuse et du parodonte et une diminution du flux salivaire. Et donc, a donc pour conséquence une altération de la perception gustative, une apparition des infections mycosiques, et il s'ensuit une difficulté de réhabilitation prothétique, notamment implanto-portée. En général, la réhabilitation implantaire chez le sujet âgé peut se faire par une prothèse fixée supra-implantaire, qui est définie comme étant une prothèse complète fixe recouvrant les implants chez un patient
mais qui est pratiquée exclusivement chez un patient indépendant, autonome. Par contre, la prothèse amovible complète supra-implantaire est définie comme étant une prothèse complète recouvrant les implants en titane et les utilisant pour améliorer la rétention et la sustentation et la stabilisation. Chez un patient âgé autonome à autonomie réduite, dépendant, moteur ou fragilisé. Et là, il est très important de connaître les mini-implants. On parle de mini-implants lorsque le diamètre est inférieur ou égal à 3 mm. Donc, par contre, on parle d'implants standards, généralement, quand le diamètre dépasse de 3,7 jusqu'à 4,5 mm. Vous voyez ici un kit simple pour la gestion des mini-implants. Vous voyez ici l'implant avec la partie boule terminale et les systèmes femelles qui vont venir s'adapter sur la partie boule. Les systèmes femelles vont être posés au niveau de l'intrado de la prothèse. Quels sont les avantages des mini-implants? Donc, vous avez quand même un coût réduit qui est aux environs de 25% du coût des implants standards. Ils sont plus faciles pour le praticien à faire, une prothèse sur mini-implants, sur des implants standards avec le système barre. C'est plus facile d'entretenir et de nettoyer pour le patient. Le concept de chirurgie micro-invasive, le plus souvent sans le mot séduisant, car les suites opératoires sont généralement réduites. La stabilité de la prothèse généralement correspond à une mise en charge immédiate, et là l'amélioration de la fonction va avoir des conséquences nutritionnelles non négligeables chez les personnes âgées. L'amélioration également de l'immédiate et durable de la rétention, et vous avez également la réintervention aisée en cas de nécessité. Quelles sont ces indications? Elle est indiquée principalement pour la stabilisation des prothèses adjointes complètes mandibulaires chez les personnes âgées, pour un complément de rétention immédiate et à long terme du prothèse adjointe complète mandibulaire. Elle est également comme alternative aux greffes osseuses et comme à prendre en considération l'aspect financier de cette solution. Donc la PASI possède un avantage esthétique sur la prothèse fixée lorsque le sourire est gingival et que la solution des lèvres, le soutien des lèvres n'est pas suffisant, la prothèse fixée sera contre-indiquée. Donc l'incapacité d'assurer l'entretien quotidien des prothèses fixes du fait de la perte de la dextérité remet en cause la durabilité du traitement fixe. L'hygiène des prothèses amovibles est généralement dans ce cas de figure plus aisée. Vous avez également la durée de traitement. Généralement, leur courage, leur patience ne correspondent pas toujours aux ambitions des praticiens. Et là, les PASI semblent parfois plus indiqués. Donc, la réalisation du patient au niveau maxillaire, généralement, les implants doivent être reliés par une barre dont l'orientation doit être idéalement parallèle au plan frontal. Généralement, 4 implants prennent la forme d'un trapèze. Ils sont symétriques par rapport au plan sagittal médian et la longueur minimale doit être de 10 mm. Au niveau mandibulaire, par contre, l'emplacement des implants doit être symétrique dans la région parasymphysaire et situé entre les deux foramen montreliers. Et là, les 2 implants parasymphysaires qui sont généralement suffisants. Le concept de mise en place de 2 implants au niveau mandibulaire est généralement très suffisant pour la gestion d'une prothèse stabilisée mandibulaire. Si leur longueur minimale est au minimum 10 mm et que la stabilité primaire est bonne. Idéalement, les implants doivent être positionnés à la place des canines. Quel est le système d'attachement? Là, on a choisi les implants, on a choisi valider l'emplacement des implants, des mini-implants, mais quel est le système d'attache qu'il faut choisir? Généralement, le système d'attachement se compose de 2 parties, la partie mâle ou patrice, la partie femelle ou matrice. Le système d'attache assure le lien entre la PASI et les implants intra-osseux. Il doit être suffisamment efficace afin d'assurer une rétention secondaire satisfaisante. Il doit être également suffisamment lâche afin de faciliter le retrait de la prothèse pour les phases d'hygiène et le repos du patient. Et là, différents types de systèmes d'attache sont choisis. Vous avez les barres de rétention. Les attachements unitaires sont les systèmes les plus efficaces. Et là, il faut bannir les systèmes en aimant qui sont à proscrire. Ils se corrodent facilement et ils vont perdre avec le temps leur efficacité. Vous avez également la possibilité d'utiliser les systèmes locateurs, mais les systèmes locateurs coûtent très cher contrairement aux autres solutions de stabilisation. La réalisation d'une PASI se fait selon 2 façons. Donc vous avez la technique directe et la technique indirecte.
Si vous avez une prothèse, si le patient consulte avec une prothèse qui n'est pas très stable, vous aurez la possibilité de l'utiliser, d'accord, et de la valider sur la stabiliser sur les implants, les mini-implants. Donc là, généralement, la prothèse est évidée au niveau de l'intrado. Afin de loger les parties femelles, il faut penser à protéger les têtes des implants avec du papier et un isolant. Les parties femelles sont clippées sur les têtes d'implants. De la résine orthopolymérisable est introduite dans l'intrado et la prothèse est mise en bouche en ajustant l'occlusion et en demandant au patient de serrer. Donc là, il faut prévoir un rebasage afin d'ajuster l'appui muqueux. Vous voyez ici le positionnement, la protection évidemment de l'intrado de la prothèse, la protection des implants et la mise en place de la résine. L'occlusion, en demandant au patient d'occluser. Ensuite, on va essayer de gérer l'intrado de la prothèse et d'ajuster les excédents de résine. Dans le cas d'une prothèse, dans le cas de la mise en place d'implants avec la confection simultanée d'une nouvelle prothèse, généralement on procède à la réalisation d'une prise d'empreinte directement sur les têtes des implants. Et là, c'est le protocole conventionnel. Retrait de l'empreinte, insertion des répliques d'implants ou des analogues, mise en place des analogues, couler des modèles, clippage des parties femelles sur le modèle, sur les implants, la réalisation d'une prothèse à l'aide de dents, en les y positionner dans la cire, selon les mêmes procédés qu'une prothèse complète à appui exclusivement muqueux, montage sur l'articulateur, vérification de l'occlusion et du positionnement des dents, retouche, mise en moufle, essayage de la prothèse sur le modèle, clippage de la prothèse sur les mini-implants en bouche. Donc pour conclure, on peut dire que l'implantologie dentaire occupe aujourd'hui une place de choix dans notre approche thérapeutique de l'édentement. Dans le domaine de la gérodontologie, les implants représentent actuellement une solution incontournable permettant de réduire l'inconfort et l'instabilité ainsi que d'augmenter la capacité fonctionnelle et par conséquent d'améliorer l'efficacité masticatoire. Il est important de reconnaître les efforts positifs de ce type de traitement sur le bien-être et la qualité de vie des patients âgés ainsi que l'influence favorable sur leur contexte psycho-médico-social. Merci pour votre attention.